Notre monde est intimement façonné par deux types de personnages à première vue très différents. J'ai nommé le scientifique et le marchand. Nous vivons dans un système capitaliste libéral qu'une classe bourgeoise marchande a créé puis promu et qui a vaincu comme modèle de monde. La science, en tant que phénomène, n'est pas étrangère à ce succès, tout au contraire. Elle en est la caution intellectuelle et rationaliste. Un changement des perspectives d'être et de pensée, puis finalement de monde, s'est opéré de manière lente, progressive et silencieuse à travers l'histoire. Comment cela a-t-il été possible ? Les écoles d'abac et les cours privés de calcul ont fait revivre les mathématiques au Moyen-Âge et doivent tout à la classe mercantile et donc au succès économique de l'Europe. La clientèle des maîtres libres se composait presque exclusivement de fils de marchands et de banquiers. Sans s'en apercevoir, les riches marchands créèrent un nouveau milieu scientifique dynamique et innovateur, en donnant aux mathématiciens les moyens de vivre. Le royaume du marchand, son domaine réservé au Moyen-Âge, c'était les mathématiques. Le verbe du marchand par excellence n'est-il pas compter ? L'activité commerçante se résume pour une bonne part à additionner, multiplier, soustraire et diviser. Le financier vit en symbiose avec le chiffre. Rien d'étonnant à ce que jusqu'au XVIe siècle, la quasi-totalité des progrès en arithmétique et en algèbre eussent été réalisés par des maîtres d'abac travaillant pour le compte de commerçants et de banquiers. Du XIIIe siècle au XVIe siècle, pas un traité de mathématiques qui ne se destinât aux gens du négoce. Pas un mathématicien connu qui n'eût écrit au moins une arithmétique commerciale. Le lien mathématique-commerce se renforce après la Renaissance, s'étendant aux statistiques nouvellement inventées qui intéressaient particulièrement les spéculateurs dans les bourses récemment ouvertes. L'arithmétique et l'algèbre ne furent pas seuls à bénéficier des besoins du commerce. La trigonométrie en tira avantage par le biais de la navigation. La navigation, c'est-à-dire le commerce et la guerre, fut aussi très bénéfique à l'astronomie. Preuve des énormes intérêts économiques en jeu, le problème des longitudes. En physique, les marchands firent progresser ce qui constitue le b.a.-ba de cette science, la mesure des poids, des volumes, des longueurs, des distances, des surfaces. Les marchands, dans leur commerce, ne pouvaient se passer de mesures précises. Ils devaient s'intéresser aux propriétés réelles des choses, connaître leur poids, ce à quoi elles pourraient servir, quelle longueur et quelle dimension elles avaient, quelle sorte de conteneurs étaient nécessaires pour les déplacer, les stocker, etc. Le succès économique et la division politique stable, qui favorise la liberté et la diversité, ont été indispensables à l'émergence de l'université, institution dont le rôle sera décisif dans l'éclosion de la science moderne. Bien qu'elle fût une grande école privée, dès la fin du XIe siècle, c'est au XIIe siècle, à Bologne, que naîtra la première université en tant qu'institution. La compétition entre cités-États, de ce qui n'était pas encore appelé Italie, favorisa la propagation de l'université. Vicenza, Arezzo et surtout Padoue naquirent peu après celle de Bologne. Notons pour l'université de Padoue que c'est sous l'égide de la puissante république commerçante de Venise, qui en prendrait le contrôle en 1404, que l'université accédera au tout premier rang européen pour la médecine et les mathématiques. Notons encore une fois l'influence des conditions économiques. Seule la puissance commerciale et financière de Venise mit les scientifiques de Padoue au XVe et XVIe siècle à l'abri de l'Église et du pape. À Oxford, comme à Paris et à Bologne, l'épanouissement d'un centre privé d'enseignement alla de pair avec une économie florissante. Ce fut seulement l'hostilité d'État entre la France et l'Angleterre qui donna sa chance à Oxford. Le même phénomène s'observe aux Pays-Bas, en Allemagne, dans toute l'Europe. C'est grâce aux rivalités entre princes et grâce aux besoins en cadres et en administrateurs de leurs États que l'institution universitaire se propagea de proche en proche à travers toute l'Europe. L'importance de la bonne santé économique va presque de soi dans le domaine des techniques, tant les intérêts économiques et les moyens technologiques se confondent. Tout au long de l'histoire,
le progrès technique se distingue difficilement de la course à la productivité. Un commerce vivant et dynamique représente la condition préalable à toute progression des moyens techniques de production. Sans triomphe des marchands, pas d'essor pour les artisans. C'est ainsi que le succès du commerce en Europe a eu les effets les plus bénéfiques sur le développement de ces techniques. Les grands marchands ne se contentaient d'ailleurs pas de la distribution. Ils intervenaient énergiquement à tous les niveaux de la chaîne économique, introduisant des technologies nouvelles dans la fabrication chaque fois que cela était profitable. Dans tous les domaines et dans tous les pays, on constate ce rôle animateur des négociants et marchands fabricants, tour à tour fournisseurs des matières premières, organisateurs du travail industriel et responsables de l'écoulement et de la vente des produits fabriqués. Quant à la révolution industrielle des XVIIIe et XIXe siècles, il n'est pas nécessaire de rappeler à quel point elle fut l'œuvre des négociants, banquiers, entrepreneurs et autres capitalistes. Il arrivait que des marchands manifestent un intérêt personnel pour les sciences. Ils avaient alors les moyens de s'y consacrer de manière fructueuse. Un bon tiers des membres fondateurs de la Royal Society britannique étaient grands négociants et banquiers. L'Allemand Johannes Ewell, dit Hevelius, 1611-1687, richissime négociant en céréales de Danzig, se fit construire une des plus grandioses télescopes de son temps. Le néerlandais Anthony van Leeuwenhoek, 1623-1723, qui découvrit les globules sanguins et les spermatozoïdes, était commerçant en tissu à Delft. Il avait commencé par examiner la qualité de ses étoffes à la loupe, puis s'était mis à fabriquer ses propres instruments optiques. Il devint le plus grand spécialiste européen de la microscopie. Ces microscopes, qui grossissaient 270 fois, restèrent inégalés jusqu'au XIXe siècle. Cette osmose souterraine entre gens du négoce et monde des sciences explique que de nombreux savants avaient été fils de marchands, comme Léonard de Pise, Luca Pacioli, Scipione del Ferro, Nicolas Copernic, Galileo Galilei, c'est-à-dire Galilée, et Johannes Kepler. En outre, la classe marchande a apporté aux sciences un soutien indirect selon plusieurs axes. Une société a besoin d'un surplus économique pour faire vivre des individus improductifs dans l'immédiat, tels que les penseurs. Ce surplus fut fourni par la prospérité générale, et tout spécialement par l'activité commerciale. Colporter des biens d'un endroit à l'autre est un travail à part entière, qui occupe son homme à plein temps et profite à tous les partenaires. C'est une tâche indispensable, puisque les producteurs et les acheteurs ne peuvent jamais se trouver tous exactement aux mêmes endroits. Par leur simple existence, les riches marchands, banquiers et entrepreneurs de l'Occident autorisaient une fraction toujours croissante de la population à se livrer à des tâches non immédiatement productives, telles que la science. Par ses fréquents déplacements et ses nombreuses correspondances, la classe marchande donna un appui indirect au développement des sciences. D'ailleurs, l'enrichissement de l'Occident fut la première condition de l'épanouissement de l'industrie du livre, support privilégié de la vie intellectuelle. En effet, les correspondances et les livres de comptes, notamment, épuisaient de nombreux volumes de papier. Écrivant et se déplaçant continuellement, les marchands hâtaient la diffusion des idées. Ils faisaient communiquer entre elles les différentes parties de l'Europe. Ils poussèrent à l'extension du réseau des postes et des routes, lesquels facilitaient à leur tour la circulation des savants et des idées. On mesure l'importance de cet apport en se rappelant que les échanges et les rencontres entre savants comptent autant, si ce n'est plus, pour l'avancée des sciences que les travaux, aussi brillants soient-ils, de génies isolés. Enfin, troisième forme d'appui indirect, la classe marchande est la seule dont le mode de domination sur la société s'accommode des continuelles remises en question qu'entraîne la démarche scientifique. Une caste de religieux ou de bureaucrates fonde son autorité sur des textes définitifs, du style la Bible, le Coran, les Védas, les classiques, etc. Son pouvoir en dépend. Elle est obligée de les faire respecter.
À l'opposé de cette intransigeance, l'homme d'affaires n'appuie son pouvoir que sur sa bourse pleine. Il ne promeut aucun texte sacré. Il n'a d'autre Dieu que l'argent. Ce culte, idéologiquement neutre, tolère volontiers d'incessants changements dans les conceptions de l'univers. Cet élément est crucial, car la connaissance scientifique en perpétuel devenir secoue sans cesse les croyances tenues pour acquises. On peut résumer en 4 points centraux. Premièrement, les marchands avaient un état d'esprit proto-scientifique, par leur passion du chiffre, du quantitatif, du précis, de l'exact, du vrai, qui, en déteignant sur la société environnante, a créé un environnement favorable aux sciences. Deuxièmement, la classe marchande a exercé une influence directe et volontaire sur le progrès des connaissances et des techniques pour satisfaire ses besoins professionnels. Elle a fait avancer les mathématiques, l'astronomie, la physique, la géographie et a engendré des améliorations technologiques dans le textile, les mines, les manufactures, les chantiers navals, sans oublier l'horlogerie. Troisièmement, la classe mercantile a favorisé les sciences indirectement, par l'enrichissement de la société, enrichissement qui résultait de son activité et qui permettait à une fraction croissante de la population de se consacrer à des activités non immédiatement productives, ainsi que par la circulation commerciale des marchandises et des personnes qui a hâté la diffusion des idées. Quatrièmement, le négoce a exercé un effet d'entraînement sur l'artisanat et l'industrie, c'est-à-dire sur le progrès technique, en transportant et vendant au loin des produits meilleurs et en plus grand nombre. Cependant, il ne faut pas s'y tromper. L'action des marchands peut s'avérer néfaste pour une civilisation donnée, comme par exemple ce fut le cas des Vénitiens du IXe siècle, qui vendaient du bois et du fer aux musulmans pour leur construction navale et leur fabrication d'armes, au mépris du danger que cela représentait pour la chrétienté. Comme aussi cette caste marchande carthaginoise qui, pour défendre ses intérêts à court terme, lâcha le grand Hannibal, héros national de Carthage, en lui refusant son soutien au moment où il avait besoin de renforts et de machines pour faire le siège de Rome. La classe mercantile de Carthage scella le destin de la nation tout entière. On peut déplorer aussi que le triomphe du commerce s'accompagne en général d'une recrudescence du matérialisme. Le matériel ne saurait remplacer le spirituel, sans apporter mal-être et désespoir. Avec le matérialisme de la Renaissance, des effets néfastes sont apparus. Par exemple, s'est insinuée une peur nouvelle de la mort. Jadis retour de l'âme à sa demeure céleste, la mort devient désormais un exil de la terre. L'annihilation physique, jadis accomplissement, se mue en menace effrayante. Il ne faut pas diviniser le commerce, mais reconnaître son rôle vivifiant dans une société rigide et dogmatique, comme l'était celle de l'Europe de l'an 1000. Le haut Moyen-Âge se concevait dans un monde immuable, où chacun avait sa place voulue par Dieu. Les chevaliers guerroyaient, les clercs priaient et les paysans labouraient. Ce furent les marchands qui tirèrent la civilisation occidentale de son immobilisme. Par leur activité infatigable et leur mentalité spécifique, les marchands ont lentement, mais sûrement, orienté l'Europe vers la science et la technique moderne.